Bonjour à toutes et à tous, on va voir dans cette vidéo comment choisir son modèle pour faire son van aménagé. Quelles questions à se poser avant de prendre le téléphone pour aller acheter un van. Je vais vous raconter aussi le parcours pour l'achat de ce véhicule, comment j'ai fait également pour économiser 2400 € sur l'achat du véhicule. Un camion qui était à la base à 6000 € et il m'est revenu à 3600. Je vous raconte tout ça tout de suite. Ok, premièrement, c'est très important de définir son projet de voyage. Est-ce qu'on veut un van aménagé pour les week-ends, retrouver la famille, les amis, aller en festival et puis seulement dormir dedans les week-ends? C'est très important de définir son projet, de le noter quelque part et puis comme ça, derrière, d'y revenir lorsqu'on voit un véhicule qui nous plaît, de se dire ouais, mais en fait ça correspond pas forcément à mes besoins. Donc voilà, partir un petit peu sur la définition de ce qu'on veut en faire, c'est très important. Donc la taille du véhicule, ça c'est quelque chose qui forcément sera défini par votre projet, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Il y a des véhicules pas très grands qui passent sous les barrières de 2 mètres, c'est assez mobile, mais par contre, on ne peut pas tenir debout à l'intérieur, donc pour y vivre à l'année, c'est pas forcément le même confort. Il y a des véhicules beaucoup plus grands, moi c'est un L3 et L3 donc ça veut dire rallongé. C'est pas forcément évident de faire demi-tour partout, des fois il y a un peu de la petite goutte au bord du front parce que c'est quand même pas facile de faire demi-tour. Il faut 15 mètres de circonférence pour faire un demi-tour. Donc c'est beaucoup et autant vous dire que juste dans une rue avec 2 voies, il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprises avant de repartir. Donc c'est pas forcément évident et c'est bon à prendre en compte à quel point vous voulez être souple et flexible sur la route ou plutôt d'avoir quelque chose avec du confort mais qui sera moins mobile et donc moins maniable par exemple en centre-ville, vous ne pourrez pas aller à la plage, etc. Donc il existe pour les plus gourmands des fourgons caisses, des camions caisses, frigo qui sont déjà isolés, c'est vraiment super. Par contre, en fait le poids total à charge est de 3,5 tonnes et en général c'est des véhicules qui font déjà 2,8 tonnes à vide. Donc vous avez très peu de possibilités d'aménager. Donc il y a très peu de poids à ajouter dedans. Donc les camions caisses, moi je déconseille, sauf si c'est pour y balancer un matelas et puis juste profiter d'une caisse vide. Ou alors sinon le risque c'est de se faire arrêter régulièrement et puis de passer sur la balance. Mais c'est pas forcément super cool. Ensuite, les lieux dans lesquels vous avez envie de voyager sont aussi importants puisque si vous voulez partir à l'autre bout du monde, il y a des marques pour lesquelles vous n'allez pas forcément trouver les pièces des véhicules et donc vous allez être bloqué à devoir attendre pendant 1 mois que la pièce Renault arrive jusqu'en Inde par exemple. Donc c'est pas forcément un bon choix de partir sur une marque française ou européenne si on veut aller à l'autre bout du monde. Quelque chose comme Ford, Iveco ou Mercedes, on les retrouve en Asie jusqu'au fin fond de l'Afrique. Ça peut être malin de partir sur ce type de véhicule si vous voulez vraiment aller loin. On va parler un petit peu de la discrétion. Moi ça fait 3 ans que j'utilise ce van, c'est pas un critère de base pour moi. Donc je vois déjà des fois des gens qui gardent des véhicules de chantier avec l'écriteau qui est resté dessus ou ce genre de choses. Pourquoi pas, c'est sûr, c'est discret, ça dépend encore de vos usages. Moi je préfère me mettre en pleine campagne et croiser personne. Maintenant si vous avez besoin d'être souvent en ville, etc., alors oui, la discrétion c'est un critère à prendre en compte. Mais voilà, moi ça fait 3 ans que j'ai le van et ça se voit de loin. Avant il était blanc, qu'il soit blanc, jaune ou peu importe, ça se voit de loin quand un véhicule est aménagé. Donc bon, voilà. À un moment, soit on assume et puis on vit un peu comme on en a envie de le vivre, ou soit on reste discret pour des raisons professionnelles ou autres, ça s'entend. En tout cas, ça c'est à vous d'en décider et ça dépend encore une fois de votre projet. L'âge du véhicule est également importante puisque si vous prenez un véhicule assez ancien, vous pouvez vous attendre à des réparations. Même si le budget à l'achat est moins élevé, il faudra s'attendre de bricoler régulièrement. Donc ça c'est une forme d'évidence, mais c'est assez important et c'est aussi important pour la vignette critère. Puisque si vous voulez aller en ville, il y a certaines villes maintenant qui interdisent le critère 3. Donc moi mon camion il est de 2010, donc critère 3, il y a le centre-ville notamment je crois à Montpellier, où je ne peux pas aller. Alors c'est pas forcément très grave pour mes usages, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte puisque si vous êtes en critère 3 ou 4, il y a pas mal de choses que vous ne pourrez pas faire avec votre van et ça peut vous poser problème selon ce que vous souhaitez en faire. La puissance du véhicule est aussi quelque chose de très important puisque si vous avez un véhicule un peu lourd et peut-être de 80-90 chevaux, vous allez avoir du mal à faire de la montagne. Dès qu'il y aura une côte, ce sera compliqué. J'ai eu le cas où en descente de montagne, j'ai dû faire une marche arrière. Ça a été assez difficile à faire avec mes 120 chevaux.
Et heureusement que j'ai pu le faire puisque voilà, on était vraiment en difficulté, il y avait un véhicule qui venait en face qui pouvait absolument pas reculer. Et donc moi j'ai dû reculer en montée. C'est assez important d'avoir de la patate dans son véhicule quand on veut vraiment se balader un peu partout. En général, quand on a un van, on aime bien aller à la montagne, donc s'il vous plaît, prenez un véhicule avec de la puissance. C'est important. 100 chevaux, 110 chevaux minimum, c'est ce que je recommanderais. Si vous pouvez passer sur du 150, c'est super. Une autre chose assez importante à prendre en compte, c'est quel moteur vous avez sous le capot. Précisément, quel moteur. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des moteurs fiables et d'autres non. Alors des fois, on peut être séduit par un van qui est magnifique et puis en fait qui a un moteur qui est désastreux et qui fait que de tomber en panne, qui a que des problèmes. Et voilà, si on peut se faciliter la vie en amont, faites-le. On peut le faire en faisant des recherches. Donc voilà, il y a des moteurs, je ne peux pas faire la liste, mais il y a des moteurs qui sont plus fiables que l'autre. Moi j'ai fait beaucoup de recherches sur mon véhicule, donc c'est un Renault Master 2 phase 3. En faisant ces recherches, j'ai appris qu'il y avait 3 phases, le Master Renault phase 1, le phase 2 et le phase 3, et que sur le phase 3, ils avaient réparé des erreurs du passé. Et ça, c'est super important, puisque je voyais des revues sur Renault Master qui disaient « Ah là là, c'est pas fiable, la boîte de vitesse va péter, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, etc. » Sauf qu'en fait, sur le Renault Master phase 3, eh bien, ils ont fait des améliorations, notamment la boîte de vitesse, c'est la PF6 que j'ai là. Le moteur, c'est les G9U, qui est en 2,5 litres DCI 120 chevaux, et qui est bien réputé pour être solide et durable. Il y a aussi le 150 chevaux en DCI également chez Renault qui est bien et qui a un moteur à chaîne. Donc voilà, faites vos recherches, c'est vraiment très important. Vous pouvez également checker les maladies du véhicule, donc ça veut dire quels sont les défauts, les points de faiblesse. Moi sur le Renault Master 2, il y a les roulements des roues qui peuvent être grippés. Alors là-dessus, moi j'ai pas encore eu de problème. Il y a les rotules de suspension qui sont un peu fragiles et qui peuvent s'abîmer. Moi j'ai eu le cas, j'ai dû changer les 4 rotules de suspension à l'avant. Aucun garage ne voulait le faire, donc j'ai dû m'en occuper moi-même. Bon, le fait de le savoir en avance, ça n'a pas changé le problème, mais par contre, j'avais anticipé un petit peu le problème et quand on me l'a annoncé, j'étais un petit peu moins déprimé, même si ça a été vraiment un calvaire. Donc j'ai changé les 4 rotules de suspension moi-même à l'avant et je vais vous raconter ça dans une vidéo dédiée puisque les garagistes n'en voulaient pas. Voilà, je vous raconterai ça. Et puis enfin, il y a tout le système de freinage sur le Renault Master 2 qui est pas forcément fiable et résistant sur le long terme. Donc moi j'ai dû changer les 2 étriers à l'arrière et puis les câbles de frein, le frein à main également qui a eu des petits soucis. Bon voilà, rien de bien méchant, c'est faisable. Un petit conseil, lorsque vous avez choisi votre véhicule et que vous vous projetez de l'acheter, vous pouvez jeter un œil à la RTA, la revue technique automobile. C'est une bible où on a, voilà, c'est marqué dessus, guide du contrôle technique. Bon, c'est assez clair. Donc on a plein de détails dedans, des schémas, des explications, montage, démontage, de à peu près tout. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est disponible dans les magasins de bagnoles. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes réparations moi-même, grâce à ces petites documentations. Donc vous avez vérifié quel projet il vous faut, quel véhicule il vous faut, de quelle année, de quelle cylindrée, quelles sont ses maladies, etc. Vous avez vraiment fait le tour de toutes ces recherches-là. C'est super, vous savez quel modèle il vous faut, vous pouvez passer à l'achat. Alors la première des choses, ça va être de vérifier donc, que le véhicule il est exactement comme il a été décrit sur l'annonce, donc qu'il y ait le bon kilométrage qui soit indiqué, et donc de vérifier si possible l'entretien qui a été effectué. En général, on garde un carnet d'entretien, vous pouvez le demander, et puis vérifier, donc voilà, la courroie a été changée en 2022 par exemple, et vous ouvrez le capot, en général c'est marqué au Posca, enfin avec un crayon blanc dessus, changement courroie plus galet plus pompe à eau, etc. Telle date à tel kilomètre. Également, vous pouvez vérifier un petit peu l'usure générale du véhicule. C'est un petit peu abstrait quand on teste un véhicule, comment on ressent l'entretien d'un véhicule. Mais voilà, il y a un petit peu un feeling qui est à faire entre la confiance qu'on accorde au propriétaire, au vendeur, ainsi que la documentation, donc le rapport d'historique des entretiens, ce qu'on nous a dit sur l'utilisation passée, etc. On cherche à vérifier. Quand on a un discours qui est cohérent de l'annonce à l'oral et en même temps on peut le vérifier sur le véhicule. Voilà, on monte en confiance et ça c'est vraiment important pour l'achat, à la fois pour vous et à la fois pour la suite. Une fois au volant de votre van ou de votre camionnette qui sera votre futur van,
Vous pouvez tester la boîte de vitesse. En général, elle accroche un peu si elle est froide en plein hiver ou si ça n'a pas roulé depuis un moment. Mais dès qu'elle est chaude, les vitesses doivent être fluides. S'il faut vraiment forcer pour passer la marche arrière ou la première, bon, ça peut être un peu problématique. Peut-être que la boîte de vitesse est fatiguée. Peut-être qu'il faut juste une vidange de boîte de vitesse. Mais dans tous les cas, il y a un problème à ce sujet-là. Ou alors c'est l'embrayage. Mais si l'embrayage a été changé, comme ça a été le cas sur mon véhicule avant que je l'achète, et que la boîte de vitesse est dure, c'est peut-être juste parce qu'elle est froide. Donc voilà, vous pouvez vous méfier, mais en même temps, c'est peut-être simplement que le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps, qu'il faut le réchauffer un petit peu. Mais apporter une attention sur la boîte de vitesse, c'est important. Passer du temps avec un véhicule où les vitesses passent mal et qu'il faut forcer tout le temps, c'est fatigant. Et voilà, s'il faut changer une boîte de vitesse, c'est très vite un gros budget. Une fois qu'on est sur la route, on peut accélérer un petit peu en ligne droite, lâcher le volant en toute sécurité et vérifier qu'il n'y a pas de déviation. Si le véhicule dévie d'un côté ou de l'autre, il y a peut-être un problème de parallélisme, un problème de direction, et ça c'est vraiment pas terrible. Donc évidemment ça se répare, mais c'est forcément un tour au garage, puisque régler un parallélisme soi-même c'est pas évident. Alors si c'est que du parallélisme ça va, si c'est un autre souci sur des bielles de direction ou autre, ça peut être un peu problématique. Donc voilà, si on s'assure déjà que la boîte de vitesse va bien et que la direction va bien, c'est déjà super. Au moment de l'achat du véhicule, l'annonce était à 6 000. J'avais entre 5 et 6 000 de budget, mais ça m'embêtait beaucoup d'arriver jusqu'aux 6 000. Donc j'ai contacté le vendeur et je lui ai dit « Allez, j'ai 5 000 de budget, est-ce que ça vous tente que je vienne le chercher la semaine prochaine ?» Et le revendeur m'a dit la semaine prochaine c'est bien, mais je vous en propose 5 200. Et donc il a baissé de 800 € le prix du véhicule juste parce que j'ai demandé, j'ai proposé un achat rapide. On était en décembre et voilà, j'ai eu 800 € de réduction. Alors le petit avantage à faire ces emplettes en décembre, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui cherchent à finaliser leur bilan comptable et donc à rééquilibrer un petit peu les dépenses et les recettes. Et voilà, c'est une période qui peut être propice au négoce. En général, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là. C'est Noël, on n'a pas envie de faire des dépenses en dehors des cadeaux, de se retrouver avec la famille, etc. Mais c'est une excellente période pour faire des bonnes affaires, puisqu'il n'y a personne sur le marché, enfin en tout cas moins de monde, et les personnes visiblement sont prêtes à négocier. Donc pour moi, ça a été un super bon coup. Donc j'ai économisé 800 € à l'achat du véhicule et je vais vous expliquer comment j'ai fait les 1600 € d'économie par la suite. Quand je suis rentré, j'avais pas réalisé que j'avais autant de matériel spécialisé pour les personnes en fauteuil roulant. Donc j'avais une rampe d'accès au fond et des ceintures de sécurité Q-Straint qui viennent arrimer les fauteuils et puis aussi sécuriser les personnes en fauteuil. Et des rails de fixation au sol, donc j'avais tout ça, je ne savais pas forcément trop quoi en faire, j'ai regardé sur internet et finalement ça coûte assez cher ce matériel là, donc j'ai tout vendu pour 1600 €. Donc 1600 € plus les 800 négociés à l'achat du véhicule, je suis arrivé à un total de 2400 € d'économie. Voilà comment j'ai fait pour me retrouver avec un Renault Master 2 Phase 3 de 2010 pour 3600 €. Yeah, je suis content, ça me fait de l'argent de poche pour aménager le véhicule. Alors pourquoi moi j'ai choisi ce modèle? Donc déjà pour la fiabilité du moteur qui était lisible sur les forums. Ensuite, j'ai beaucoup aimé toutes ces fenêtres. Alors ça c'est un sujet qui est assez controversé. Donc j'ai des fenêtres traversantes absolument partout, sur tout le tour du van. Et pour moi c'est vraiment un confort absolument incroyable, puisque je peux choisir quand est-ce que je veux de la lumière ou non. Et puis également quelle vue je souhaite, puisque si je me gare à côté d'une route où à droite j'ai la vue sur la montagne et à gauche la route, et ben je peux choisir d'ouvrir que d'un côté. Je profite de la vue depuis ma petite table à manger et voilà. Et en même temps je suis caché de la route, donc voilà, ce genre de disposition pour moi c'est parfait. J'avais pas du tout envie en plus d'installer des fenêtres, j'aime bien qu'elles soient d'origine. Et puis j'ai des fenêtres de bus, donc en fait je peux ouvrir des petites fenêtres pour aérer et voilà, qui étaient installées de base, donc ça c'est super. Tout ce que j'ai fait c'est d'installer le lanterneau concernant les ouvertures. Alors c'est un sujet controversé parce que en fait, donc déjà premièrement, je ne peux pas faire un aménagement jusqu'en haut, puisque sinon il faudrait que je condamne une fenêtre, j'ai pas envie de ça. Mais si j'avais voulu une douche fixe, eh bien j'aurais dû condamner une fenêtre. Et donc voilà, dans ces cas-là, les fenêtres sont pas forcément recommandées. La deuxième des choses, c'est pour le vol. Bon, il y a deux manières de voir la chose. Soit on a très envie d'un véhicule lumineux avec un maximum de plaisir à pouvoir ouvrir les fenêtres qu'on veut,
avoir un effet de serre magnifique. Donc même en plein hiver, je peux ouvrir les fenêtres et avoir une source de chaleur supplémentaire à mon chauffage, voire des fois j'ai même juste pas besoin de chauffage alors qu'il fait froid dehors. Ou alors on peut rester un peu dans la peur, et je comprends totalement les personnes qui ont eu des problèmes avec un véhicule vandalisé ou autre. Mais pour moi, des fenêtres, ça change pas le fait qu'on puisse rentrer dans un véhicule. On peut me péter des fenêtres, mais on peut aussi percer la serrure et rentrer. Il y a plein de manières de rentrer dans un véhicule, c'est pas du tout hermétique au vol. Donc voilà, je prends le risque, j'ai pris le risque en conscience de me dire ok, je vis dans un van aménagé, j'ai des choses dedans auxquelles je tiens, et voilà, il est tout vitré. En un coup de marteau, on peut y rentrer dedans. Et c'est à moi de faire gaffe. Si y a du vol, et voilà, c'est comme ça, c'est tant pis. Dans tous les cas, pour le moment, j'ai pas eu de problème, et voilà, ça fait 3 ans et j'en suis très content. Et je regrette absolument pas d'avoir pris le petit risque de me faire voler des trucs, parce que le plaisir à y vivre est dépasse totalement cette peur. Alors aussi, il y a quelque chose qui me ravit pas mal, c'est que pour un véhicule rallongé qui fait 2 tonnes 8, 2 tonnes 8 aménagé, je suis à une moyenne de consommation à 8,7 au 100. C'est un moteur diesel, hein. Pour un fourgon, une camionnette, c'est quand même vraiment sympa. Là, je fais pas mal de montagnes ces derniers temps, et donc ça m'a monté la consommation à un peu plus au-dessus de 9,2. Mais des fois, j'étais à 8,2. Donc voilà, entre 8,2 et 9,2, on va dire 8,7 de moyenne. C'est vraiment super, et pour ça, j'en suis très content. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du démontage de l'ensemble de la cabine. Je vais vous montrer comment j'ai pu faire le liège projeté, l'isolation, la première couche en liège projeté. Et j'ai également collé un grand nombre de petits bouts de bois, de petits tasseaux partout, pour éviter de fixer mon lambris et puis mes meubles, mes structures dans la tôle. Donc tout est collé, et ça c'est très important pour éviter les ponts thermiques, pour éviter le point de rosée, donc l'humidité, donc la moisissure de notre bois qui nous est précieux. Voilà, je vous raconte tout ça dans la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire sonner la cloche, et puis on se retrouve la prochaine fois. Bonne recherche, bonne journée, et à toutes!